puisqu'il s'agit d'Ori Megidish, soldate militaire de Tsahal qui a été libérée. Ouais, elle a été retenue donc depuis le 7 octobre, libérée hier. Elle est rentrée chez elle. Elle a passé des examens médicaux. Visiblement, elle se porte bien. C'est ce que dit l'armée israélienne. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur les conditions de sa libération. Et j'avais choisi ce visage pour rappeler qu'aujourd'hui, cet après-midi même, et je crois que vous étiez sur place, aujourd'hui, des familles d'otages ont lancé un appel à l'aide à Paris, à l'hôtel de ville. Le frère de Daniel Toledano, âgé de 27 ans, a été kidnappé pendant le festival de musique et cette famille est toujours évidemment très inquiète et a imploré l'aide de la communauté internationale. Regardez. La Croix-Rouge n'en fait pas assez. C'est simple. Il faut entrer pour savoir où sont les bébés, où sont les rescapés de la Shoah, où sont-ils? Il faut exiger qu'il y ait un accès aux médicaments. C'est une exigence humanitaire normale et nous n'attendons rien de moins que de la Croix-Rouge. Ce ne sont pas du tout les bonnes images, qui n'ont pas du tout de rapport avec ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. C'est une mésentente entre la régie et nous. Vous étiez à l'hôtel de ville aujourd'hui? Non, je n'étais pas directement à l'hôtel de ville, mais effectivement, je suis sénateur des Français établis hors de France, donc je représente tous mes compatriotes qui sont établis hors de France. Et évidemment, je suis très accaparé par la situation actuelle pour nos ressortissants là-bas en Israël, de tout cœur avec eux et avec bien évidemment tous les Israéliens suite à l'attaque terroriste du Hamas. Effectivement, c'est important de s'assurer de la libération des otages, d'ailleurs, quels qu'ils soient. En otages français, pardon de parler ainsi. Il n'y a pas que des Français. Mais bien sûr, il y a plus de 200 otages au total. Mais otages français, on en est, otages ou disparus d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas exactement. On est à 9 otages, oui, c'est 9. Voilà, 9 otages. C'est au nombre de 9 otages. À l'heure actuelle, bon alors après, tout le monde n'a pas pu être identifié, mais à l'heure actuelle, ça serait 9 otages. Il y a aussi 35 de nos compatriotes qui sont morts aussi dans ces attaques terroristes. Donc, bien évidemment. 2 enfants qui sont morts, on l'a oui, dit, dans la bande de Gaza. Dont 2 enfants aussi qui sont morts dans la bande de Gaza, puisque nous avons aussi des ressortissants. Des Français dans la bande de Gaza, hein. Évidemment. Il n'y en a pas qu'un. Il y a même un institut français avec des profs de français dans Gaza. Oui, absolument. On a un institut français. Donc c'est important d'être présent, bien évidemment, en solidarité, bien sûr, avec l'État d'Israël, le peuple israélien. Et puis, évidemment, faire attention, justement, parce que j'ai vu que on va aborder un autre sujet, bien évidemment, qui est l'écriture inclusive. Mais quelque part, je suis désolé, parce qu'on a eu ce débat-là hier soir au Sénat. Ouais. Quand vous voyez la situation de notre pays, la crise inflationniste, j'ai regardé les chiffres, c'est pratiquement un tiers de nos compatriotes qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Vous avez la montée des actes antisémites dans notre pays qui est très inquiétant et que vous avez largement relayé et à juste titre. Et vous avez les conservateurs habituels qui, eux, considèrent que le sujet majeur du moment, c'est d'aller interdire l'écriture inclusive. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite. C'est pas le sujet du moment. Pour ça, je vous dis que le sujet du moment, absolument. C'est pas vraiment. On va y venir. On va y venir. Mais je pense que la situation que vous évoquez est d'une gravité bien plus importante. Oui, mais pardon, c'est vraiment pas ce dont on voulait parler tout de suite. On va en parler dans 5 minutes et on ouvrira ce débat. Et effectivement, et là, Monsieur Finkielkraut pourra vous répondre. On a bien compris que vous étiez plutôt favorable à l'écriture inclusive, mais vous allez plus vite que la musique ou que les musiques. Restons sur les visages du trombinoscope avec un deuxième visage qui nous ramène à la politique intérieure française et un sondage sorti aujourd'hui, puisque j'ai choisi le visage d'Édouard Philippe, maire du Havre et ex-premier ministre. Ouais, c'est un sondage IFOP pour le Figaro, alors qui confirme que Marine Le Pen est loin devant. Elle arriverait même largement en tête du premier tour, quel que soit l'adversaire macroniste, 31 à 33% des intentions de vote. Mais ce qu'on apprend surtout, Laurent, c'est qu'Édouard Philippe apparaît donc comme le mieux placé dans le camp des macronistes. Alors c'est ça, on voit que la majorité présidentielle obtiendrait 25% avec Édouard Philippe, 19% avec Gabriel Attal, 18% avec Bruno Le Maire et 16% pour l'instant avec Gérald Darmanin. Je dis bien pour l'instant parce qu'au fond, est-ce que ces sondages sont intéressants? On est à quoi? 3 ans et demi, 4 ans de la présidentielle, Charles Consigny? Je trouve qu'on est trop focalisé sur l'élection présidentielle en France. Moi, je suis pour une réforme des institutions, pour que le président ait un peu moins de pouvoir, pour que tout ne tourne pas autour de lui. La 6e République de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Pas celle de Mélenchon, mais je pense qu'il faut qu'on change quelque chose, parce que c'est pas possible d'être comme ça suspendu à cette élection présidentielle. Après, ces sondages qui sont très prématurés donnent quand même quelques tendances.
Oui, vous êtes contre, mais quand même, vous allez retenir quelque chose du sondage. Quelque chose qui vous arrange, par exemple? Non, je retiens rien qui m'arrange. Moi, je suis pour le retour du clivage entre la droite et la gauche. Je suis contre ce faux clivage entre l'extrême droite et les gens soi-disant raisonnables. Donc, j'espère que beaucoup de choses vont se passer d'ici à 2027. Très vite, Fred Hermel. Il est intéressant ce sondage, parce qu'avant la présidentielle, il y a les européennes, au mois de mai. Ça confirme la tendance. Marine Le Pen annoncée à plus de 30%. Et Jordan Bardella, dans ces eaux-là aussi, est vainqueur des élections européennes. Donc, ces sondages veulent dire quelque chose. Mais on s'éloigne d'Édouard Philippe. Blanche Léridon. Préoccupant aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui baisse finalement assez peu, en dépit de tout ce qui se passe, et notamment de ses prises de position extrêmement controversées sur ce qui se passe en ce moment en Israël, et qui a perdu, je crois, 3-4 points. Mais ce qui n'est pas beaucoup, et qui reste le candidat de la gauche. Et ça, effectivement... Un sondage reste intéressant, évidemment, à l'instant T. On passe à un visage suivant, un peu plus point de vue, image du monde. Moi, j'avoue que je ne la connaissais pas, cette Léonore d'Espagne, 18 ans. Alors, c'est très sérieux. Donc, elle fête ses 18 ans, la princesse Léonore d'Espagne, qui deviendra un jour reine d'Espagne. Elle a prêté serment aujourd'hui et juré fidélité à la Constitution. Le maire de Madrid a qualifié la journée d'historique, et la ville a été pavoisée pour cette occasion. Donc, c'est un moment historique et très sérieux en Espagne. Et alors moi qui n'y connais rien en royauté, j'ai lu un papier sur elle dans Libé, d'ailleurs je crois ce matin, qui m'apprenait, et ça je ne l'avais pas réalisé, qu'elle serait, si elle devenait reine un jour, ce qu'on lui souhaite. On ne souhaite pas pour le roi Felipe qui évidemment... Il est jeune, il a 55 ans. Donc... est jeune encore, donc sauf accident, c'est pas pour tout de suite, puis elle n'a que 18 ans, mais si elle devait devenir reine, elle deviendrait la première reine d'Espagne de plein droit, c'est-à-dire pas l'épouse d'un roi, mais reine de plein droit, depuis 1868. Oui, alors moi j'ai passé... Je me tourne vers vous parce que je sais que vous êtes un peu le Stéphane Bern de l'émission. Oui, puis surtout j'ai passé 29 ans de ma vie en Espagne, donc je l'ai vu naître, la princesse Léonore, qui est très bien préparée à ce qu'elle va devenir, parce que son père est un roi avec beaucoup de courage. Il a quand même écarté son propre père, qui était englué dans plein d'affaires, sa propre sœur, dont le mari a fait de la prison pour de la corruption, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Le grand-père, le père de Felipe, et le grand-père de Léonore, Carlos, qui n'était pas convié au Parlement au moment où elle a dû prêter serment, aujourd'hui. En exil à Abu Dhabi, voilà. Donc, et puis, Cocorico, quand même, vous savez que Léonore, ce sera une reine un peu française, puisqu'elle est descendante directe de Louis XIV. Et oui, puisque depuis l'année 1700, quand je n'avais pas révisé mais c'est ça. L'arbre généalogique. Elle s'appelle Bourbon, ce qui est Bourbon, c'est-à-dire depuis 1700, c'est quand le petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne, nous n'avons que des rois d'origine française en Espagne. On termine avec un visage sportif, celui d'Emiliano Martinez. Ça ne vous dit peut-être rien, Charles Consigny. Rien du tout. Son surnom, c'est Dibou. Ça veut dire quelque chose, là. Mais Julie Hamet va tout vous rappeler. Et ça ne me disait rien non plus il y a quelques minutes. Mais voilà, Emiliano Martinez, l'Argentin, donc vainqueur de la Coupe du Monde contre les Bleus, qui a donc gagné le trophée Yashin 2023, trophée qui récompense le meilleur gardien de la saison. C'est le meilleur gardien de la saison, parce qu'effectivement, il était gardien de but de l'équipe d'Argentine. Sauf que moi... Pardon, mais je trouve scandaleux qu'on lui ait donné ce trophée Yashin. Alors Yashin, pour ceux qui l'ignorent, reste un grand gardien de but, le seul gardien de but qui a obtenu un ballon d'or. Il était soviétique, c'était en 1963. J'ai retenu, c'est mon année de naissance. Mais ce trophée Yashin, franchement, ce trophée Yashin n'aurait jamais dû être remis. Parce que voilà, on récompense quelqu'un qui quand même a eu un comportement honteux, non seulement au soir de la finale, qui certes a été gagné par les Argentins très bien, et il le méritait sûrement, parce qu'on n'a pas été très bon au début, je le rappelle, puis on a raté un pénalty contre ce gardien, effectivement. Mais quand même, souvenez-vous, regardez les photos de ce garçon-là, Emiliano Martinez, quand il a mis entre ses jambes un trophée, quand le trophée du meilleur gardien du mondial. Le gant, voilà. Et en se dirigeant aux supporters français qui étaient présents dans le stade. Ou même quand dans le bus, parce qu'après ils ont défilé pour fêter leur victoire, il a pris une sorte d'effigie de Mbappé pour se moquer d'Mbappé. C'est ce gars-là qu'on a récompensé hier. Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me désole. Il y a eu quelques sifflets dans la salle. Moi qui suis pourtant un garçon bien élevé, je dois reconnaître que j'aurais peut-être sifflé si j'avais été au Théâtre du Châtelet hier soir. Alors nous, on l'enlève, le trophée Yashin, à Emilio Martinez. Vous vous intéressez au football toujours, Alain Finkielkraut? Oui, toujours, malgré je savais moi. Ça. Je suis même un supporter du Paris Saint-Germain, alors que c'est le Qatar Football Club. Vous voyez, c'est des contradictions de l'âme humaine. Dans le trombinoscope, je sais que vous auriez aimé que je mette l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Mais est-ce qu'il y a Guillaume Meurice? Non, j'ai pas mis Guillaume Meurice, peut-être par solidarité avec les équipes de France Inter que j'ai connues à une époque. Le problème, c'est que
des humoristes dépourvus d'humour sévissent sur France Inter, et je le dis à ma grande tristesse parce que j'appartiens à la même maison. Mon émission Réplique de France Culture, c'est Radio France, est née en 1985, vous voyez. Mais là, vraiment, il a dépassé les bornes avec la complicité de ses camarades qui gloussaient en disant Netanyahou, nazi sans prépuce. Et en même temps, cette blague repoussante est un événement historique. Parce qu'à travers cette blague, s'est opérée la jonction de l'antinazisme et de l'antisémitisme. Ça, le Devoir de Mémoire n'avait pas prévu ça. Mais ça nous tombe dessus. Antinazisme et antisémitisme qui font leur jonction. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est affligeant. Delphine Horviller-Rabbin, on le sait, a tweeté aujourd'hui pour répondre à l'humoriste Guillaume Meurice. Elle a tweeté « Prépuce ou pas ?» Je cite le post de Delphine Horviller. « Prépuce ou pas, moi je serais plutôt en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice et le mandat de Netanyahou aussi, mais ça c'est une autre histoire. Ah, si seulement les Juifs contrôlaient les médias. » C'est magnifique. Je trouve que sa chute est absolument magnifique. Et il y a Julien Baloul, qui parfois est notre correspondant ici aussi à BFM TV. Il est en Israël, Julien Baloul, qui, malgré la situation quand même tendue qu'on connaît là-bas en Israël, mais aussi dans la bande de Gaza, continue de temps en temps à avoir une pointe d'humour. Et il a dit, ben voilà, moi je suis toujours Charlie. Oui, on peut rigoler de Netanyahou, d'Israël, des Juifs, mais seulement quand on a le talent. Et il a montré la une de Charlie. J'ose à peine vous la lire, mais c'est pour dire que Charlie Hebdo a le droit encore de faire ça, d'autres pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le sénateur ? De la une de Charlie Hebdo? Oui, et de la blague de Guillaume Meurice. Ben, moi, je suis très attaché justement à la liberté d'expression. Donc, après, que de l'humour peut être de mauvais goût, ben oui, ça fait partie aussi de l'humour. D'ailleurs, il y en a qui peuvent critiquer des fois l'humour, qui peuvent aller un peu trop loin de Charlie Hebdo. C'est notre droit de pouvoir se sentir aussi offusqué d'un certain humour. Mais c'est ce qui fait aussi la force et le caractère de notre pays. C'est qu'on a cette liberté d'expression, qui plus est, avec l'humour particulièrement. C'est une spécificité française. Je vous le dis parce que moi-même, je représente mes compatriotes hors de France et j'ai vécu plus de 10 ans, je vis même depuis plus de 10 ans au Canada. Et on n'a pas toujours le même humour en fonction des pays aussi dans lesquels nous vivons, où nous sommes. Et c'est une spécificité aussi de l'expression finalement, de l'expression, de la liberté d'expression à la française, je dirais. On a d'autres manières de l'exprimer dans d'autres pays. Oui, mais la médiocrité payée par nos impôts, c'est un peu moyen. C'est oui. Puis humour, il y a un humour d'après l'humour. Et c'est cet humour d'après l'humour qui sévit le plus souvent. Et c'est aussi la conjoncture, évidemment, qui fait qu'on accepte un peu moins, peut-être, en ce moment, cet humour-là, que peut-être on aurait pu l'accepter il y a quelques semaines ou quelques mois. Oui, jamais.